Bienvenue dans ce premier épisode de Mondialiste. Je suis content d'enfin arriver sur les prémices de ce mondial. On va écumer le concept, on va écumer les 12 poules avec à chaque fois un focus un peu plus précis sur une nation en particulier. Un épisode tous les 3 jours qui sortira à chaque fois à 17 heures précises. Donc, soyez bien au rendez-vous, ne loupez rien surtout. On va parler, pour commencer évidemment, dans l'ordre de la poule A, avec un focus plus précisément sur la Corée du Sud. Et pour ça, on est accompagné de Hachito. Vous l'avez sûrement déjà croisé sur TikTok notamment, mais il est aussi actif depuis peu sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas. Allez jeter un coup d'œil à tout ce qu'il fait, c'est très intéressant. Hachito, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va super, le temps est présent, donc ça donne envie de travailler ce sujet et j'espère que toi ça va? Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ça va aussi de mon côté. C'est vrai que la météo quand même joue un rôle important, joue un rôle majeur, hein. On sent l'été approche. On a eu la Coupe du Monde au Qatar qui était en hiver, ça faisait pas la même chose. Là, C'est clair. je retrouve des saveurs de la Coupe du Monde, c'est bien agréable. Euh, Juste avant de commencer, est-ce que tu penses pouvoir nous éclairer sur la prononciation des joueurs sud-coréens, Lee Kangin ou Kangin Lee? Alors moi je préfère, enfin en général, on part plutôt sur le nom de famille avant, donc par exemple pour, le joueur du Paris Saint-Germain serait plutôt, Lee Kang-in. Ok. Donc Bon, après, si on se trompe c'est pas si grave parce que nous en Europe, on prononce le prénom et le nom, donc en soi c'est pas non plus une grosse ok. erreur quoi. Bon, je vais essayer de faire en sorte de prononcer correctement, mais avec les mauvaises habitudes, je vais faire au mieux. Je l'ai pas précisé, c'est quand même peut-être important, mais tu es spécialiste initialement du football japonais, c'est ce que tu fais majoritairement sur ton compte TikTok, mais tu as aussi de bonnes connaissances sur le football sud-coréen, c'est ça, hein? Ouais, depuis quelques mois, je m'y suis mis, donc c'était très intéressant de prolonger un peu, mes connaissances. Déjà, Japon, c'était quand même assez vaste. Maintenant, quand on voit aussi la montée, un petit peu en puissance des joueurs coréens qui commencent à s'exporter aussi, c'était, quelque chose d'intéressant à étudier. Ouais, bah tu vois, tu fais bien de dire ça parce que je fais un petit historique aussi du coup pour travailler la vidéo des joueurs coréens. C'est vrai qu'il y a une exportation qui est dingue sur l'épopée en 2002 de la Corée du Sud pour l'heure mondiale conjointement organisée. 0% des joueurs évoluaient à l'étranger. Il me semble que c'était ça la statistique. En Ouais. 2018, 15% et actuellement, plus de 77% d'effectifs évoluaient à l'étranger. Donc vraiment une exportation des joueurs, c'est assez dingue. Tu as une idée de pourquoi ou non? Je pense que c'est un peu le même effet qu'a eu, le Japon, en fait. C'est qu'il y a eu des joueurs qui se sont exportés, qui ont des joueurs de référence même, font, Mm. qui ont pas mal performé et qui se sont bien exportés en Europe surtout, ce qui amène à une sorte d'influence plutôt nationale. Bon, la Corée, c'est à degré moindre par rapport au Japon, Ouais. mais il y a quand même une influence qui se suit, qui se ressemble. Enfin, les deux pays se ressemblent assez en termes de montée en puissance footballistique. Pas avec les mêmes moyens, mais on s'aperçoit quand même que les joueurs coréens commencent à être de plus en plus talentueux, notamment avec Lee Kang-in ou même Lee Jae-sung de Mayence, par exemple. Mm. Ouais, bah, j'ai bien l'impression ouais, qu'il y a un peu cet effet papillon là, de peut-être un joueur qui se starifie, on pense forcément à Minson, peut-être ça emmène aussi un élan de joueurs derrière pour essayer de, de marcher derrière lui. Le chemin est tout tracé. Bon, de là arriver jusqu'à son niveau, c'est quand même, il y a quand même quelque chose. Mais ouais, il y a une nette évolution, notamment en Bundesliga, hein. On voit beaucoup de joueurs japonais, sud-coréens en Bundesliga. Peut-être Mm. la passerelle est faite. En Belgique aussi, il y a pas mal de joueurs en Pro League et dans la division inférieure. Écoute, on va rapidement planter le décor de cette Corée du Sud. Historiquement, que 2 coupes d'Asie au compteur, et la dernière était il y a 66 ans, donc c'est un peu maigre, d'autant que depuis, le Koweït, l'Irak l'ont gagné, le Japon, entre-temps, l'a gagné 4 fois, l'Arabie Saoudite et l'Iran 3 fois. Donc sur ce plan-là, c'est pas si fameux que ça.
Il y a quelque chose qui compense, c'est qu'ils participent à tous les mondiaux depuis 86. Il y a ce mondial 2002 qu'on a évoqué, chez eux, ils finissent 4e, donc ils se sont hissés quand même jusqu'en demi-finale, en sortant notamment l'Italie, l'Espagne. En 2018, plus récemment, il y a une victoire contre l'Allemagne, très honorifique. En 2022, la dernière, ça sort des poules, une poule pas évidente, hein. C'était Portugal, Uruguay, Ghana, qui sont sortis des poules, se font sortir juste après par le Brésil. Donc sur le plan, sur le plan asiatique, c'est pas fameux. Sur le plan mondial, ça l'est un petit peu plus. Et actuellement 22e au classement FIFA. En phase de poule, ils ont terminé premier en étant meilleure attaque et meilleure défense des qualifs asiatiques, juste derrière le Japon, qui est meilleur en tout point. Hugminson finit meilleur buteur, à égalité avec le Qatari Al-Mouazali, cette réalisation. Ça, c'était pour planter le décor. Est-ce que, Ashito, tu pourrais peut-être nous enseigner, nous apprendre quelque chose que le grand public néglige ou ne sait pas sur cette sélection? Alors, en tout premier lieu, il y a déjà une information qui est très importante, c'est que le sélectionneur, c'est Hong Yong-bo. Alors, peut-être que certains ne savent pas qui c'est, mais les puristes sauront. C'est le capitaine de la sélection coréenne en 2002, la fameuse épopée à domicile. Donc là, il a pris les rênes de la sélection. Et forcément, quand on pense à lui, on pense à toute cette histoire. Donc, petit clin d'œil à lui. Et on se rend compte que la Corée, quand ils choisissent quelqu'un, je pense ça prend sens. Surtout ce choix d'entraîneur. Alors après, forcément, c'est pas un entraîneur de haut niveau, on va dire, comme ce qu'on peut voir en Europe, quelque chose comme ça, mais il a l'aura nécessaire pour potentiellement guider l'équipe, peut-être, à bien performer, au moins durant cette Coupe du Monde. Ah, tu vois, j'avais pas cette information et je la trouve très cool. C'est bon de savoir, je pense aussi, quand tu es joueur, que ton sélectionneur a on va dire un certain standing. Il y a peut-être une exigence qu'il peut apporter. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu sa façon de faire jouer son équipe, peut-être son approche tactique, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sa manière de coacher, de sélectionner cette Corée du Sud? Alors, je pense qu'il est un peu dans le même principe que, en fait, c'est un mélange entre Deschamps et Zidane, tu vois, en termes d'image. Ok. Parce qu'en soi, Zidane, il donne beaucoup de confiance en ses joueurs. La gestion tactique, c'est même pas trop lui qui la gère. Alors que Deschamps, lui, il est très ferme. Donc, il a un mix des deux. Parce qu'il était capitaine, donc forcément, il a ce leadership qui peut faire monter une équipe. En termes tactiques, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que depuis les qualifications, il y a eu pas mal de systèmes tactiques qui ont été testés. Beaucoup trop, même à mon goût. Par exemple, on peut voir des 3-4-2-1, des 4-3-3, des 4-2-2, des 4-2-3-1. Et récemment, on a pu voir un 3-4-2-1. Donc, il y a une sorte de souplesse tactique qui est présente. Mais en termes de repères, je trouve que ça aide pas trop. Parce que vu le temps que les joueurs ont pour travailler ces systèmes-là en sélection, de tout le temps changer comme ça, je pense que ça peut perturber pas mal de choses. Malgré tout, la Corée arrive à gagner certains matchs. Et en perd certains aussi. Mais ça montre une certaine fragilité tactique parce que il y a des joueurs, il y a des super joueurs par exemple comme Son, Lee Kang-in dans l'équipe. Et il faut savoir les utiliser. Et je pense qu'il essaie de trouver le meilleur moyen à chaque fois. Ça passe ou ça casse, mais dernièrement ça a un peu cassé. Mais sur 1 an et demi, 2 ans, ça a pas mal fonctionné. Mais bon, c'est quelque chose que moi personnellement en tant qu'amateur de foot, j'aime pas trop quand on varie trop. Ouais, je pense comprendre ce que tu veux dire. C'est quelque chose que tu désignerais comme le point faible numéro un de cette sélection, ou tu vois d'autres choses de peut-être Ça problématiques, ouais, dis-moi. Ça peut être un paramètre à prendre en compte parce que quand tu manques de repères, forcément, collectivement, ça suit pas. Mais en soi, le fait d'avoir un leader comme Sun pour pousser l'équipe, je pense que les Coréens sont assez intelligents pour essayer de travailler en équipe, malgré toutes les modifications tactiques à faire. C'est pas forcément la principale faiblesse de l'équipe. La vraie faiblesse qu'on peut noter, c'est plutôt le poste de gardien de but. Parce que en soi,
il y a des joueurs super en attaque, en défense et même au milieu. Mais au niveau des gardiens, il y a 3 gardiens qui tournent. Bon, il y en a un qui sort du lot, c'est le gardien Kim Sung-yu de Tokyo. Euh, mais en termes de qualité, c'est suffisant pour la Corée et en Asie. Mais en termes de niveau, c'est pas forcément du haut niveau, quoi. Ok, Et donc, ouais. du coup, quand on a un gardien de ce genre de qualité, alors je dénigre pas leur niveau, mais c'est juste en termes de comparaison, quand on voit d'autres pays asiatiques ou d'autres pays européens haut classés, ben, on voit la différence quand même. Et quand on a un gardien qui n'est pas de ce standing-là, ça peut amener potentiellement à avoir quelque chose d'assez fébrile derrière, quoi. Ouais, et peut-être c'est vrai qu'en plus, c'est davantage voyant sur les compétitions internationales. Avoir un grand gardien, c'est assez primordial. On a le Japon, tu t'en connais un rayon, mais quand tu as du Zion Suzuki, c'est peut-être un peu plus performant quand même. Enfin, il y a des mecs qui se révèlent. Je pense que tu as quand même pas mal désormais de pays. L'Asie, historiquement, n'a pas d'immenses gardiens. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas le point fort sur le continent. Et on se rend compte de plus en plus quand même que certaines sélections arrivent à s'en trouver qui sont correctes, voire bons. J'ai l'impression ouais, effectivement que la Corée du Sud a un peu plus de mal à passer ce cap. Mais cette équipe a quand même des points forts. Elle n'a pas que des faiblesses, sinon elle ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de travail tactique, de travail collectif surtout. Et j'ai l'impression que c'est quand même l'une des forces de cette sélection. Est-ce que tu crois que c'est sur ça que se base la force de la Corée du Sud ou tu vois autre chose? Je pense qu'il y a une bonne base à ça, parce que forcément, la culture asiatique amène à une sorte de sobriété en termes enfin une sorte de sobriété et d'humilité en termes de travail collectif. Par contre, on se rend compte qu'en Corée, il y a vraiment des éléments très 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 forts. Son, par exemple. Après, c'est sûr que c'est pas le Son qu'on connaît de Tottenham, mais vu l'aura et la pression qu'il a sur les épaules enfin, liée à la nation, je pense qu'il va tout faire pour que la Corée puisse aller très loin. En termes de points forts aussi, il y a tout ce qui est milieu de terrain. Par exemple, le milieu de Feyenoord, Wong In-bom, lui, c'est un gros stabilisateur. En ce moment, il est blessé. Il s'est un peu fait mal au niveau du ligament. Normalement, il devrait être là pour le mondial. On n'est pas sûr à 100%, mais c'est lui qui peut apporter la stabilité dans toute l'équipe, parce que c'est lui qui fait vraiment le lien entre l'attaque et la défense. Donc, on espère qu'il sera là. S'il n'est pas là, j'avoue, ça peut être un peu dur pour eux, mais j'ai l'impression qu'il y sera. C'est pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a rien de négatif en tout cas au niveau de sa situation. Ok. Euh, sur- et surtout aussi, il y a un joueur qu'on ne parle pas beaucoup, enfin, dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'attaquant de Beşiktaş, Oh Young-yu. Alors lui, il a été transféré cet hiver au Beşiktaş. Pas la surprise générale parce qu'il a été quand même assez courtisé. Il a choisi la Turquie et il était quand même en fait en Belgique. Il continue sur sa lancée en Turquie. Il a l'air d'être pas mal apprécié par les supporters. Et je pense qu'il aura quelque chose à prouver pendant ce mondial, malgré le fait que je pense qu'il ne sera pas titulaire. Parce que Bon. on le voit bien, comme tu le montres là, le trio d'attaque, il y a Wang Yishan, Lee Kang-in et Heung Min-son. En plus de Lee Jae-sung, ça paraît un peu complexe de le mettre tout de suite dans le 11, mais à terme, ce sera lui l'attaquant star de l'équipe. Donc moi je pense que lui il fera office de joker dès la 60e minute direct, parce que peu importe le scénario, il entrera en jeu en deuxième période pour justement soit débloquer une situation ou soit peut-être alourdir un score. Mais lui il faut le suivre parce qu'il est jeune et il est très performant. C'est un profil que la Corée n'a jamais eu, j'ai l'impression, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, exactement. Il était à Genk en Belgique. Et il était sur des 2 saisons comptablement
correct, avec des choses très intéressantes. Et en effet, en termes de profil, il pourrait apporter quelque chose d'assez nouveau, hein, pour cette sélection, de très intéressant. Alors j'ai affiché la compo. D'abord deux choses. La première, c'est que le dispositif, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il est assez variable. Donc sur les dernières sorties, on a eu pas mal de dispositifs à 3 défenseurs avec des pistons. Donc je me suis basé là-dessus. Mais ça peut quand même être assez changeant. La deuxième chose, c'est que j'ai probablement oublié des joueurs. Parce que pour le coup, je suis pas moi un expert de la Corée du Sud. J'aurais bien voulu, mais c'est pas le cas. Du coup, j'ai peut-être des oublis ou des choses comme ça. Faut surtout pas que tu hésites à me les dire, qu'on sache un petit peu ce qu'il en est réellement. Sur ce poste de buteur, tu le dis, Son titulaire sans aucun doute. Euh, Yang Yu-Oh de Besiktas serait un entrant sûrement à la 60e, 65e, 70e et pourra faire du bien. Derrière, on retrouve, sont assez connus, Lee Kang-in notamment parce que PSG, mais c'est aussi un petit peu le cas pour Wang Hee-chan qui quand même côtoie la Première Ligue depuis un petit moment, donc c'est un joueur aussi qui a des références. Jae Sung Lee, il me semble que je l'ai pas, j'ai l'impression que je l'ai oublié, non? Je le vois nulle part. Ouais, tu l'as oublié, mais Ouais. en soi, la compo, t'es pas mal en vrai. Ok, bon, ça va. Ça reste cohérent, alors ça me va. Et pourtant, c'est un joueur important en plus. Donc, c'est dommage, mais vous l'avez. Joueur de Mayence. Et on ne sait pas exactement dans quel rôle vont être utilisés ces ailiers slash 10 excentrés. C'est un petit peu aussi toute la problématique, hein, du sélectionneur. D'après toi, quelle serait la meilleure solution? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit plutôt écarté ou plutôt dans le demi-espace ou alors juste derrière Son? Comment tu vois les choses? Bah, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Enfin, je partirais sur un 4-2-3-1 ou un 3-4-3 comme tu l'as montré là. Le, L'inconvénient enfin, la question qui va se poser, c'est aussi la défense parce que la Corée a produit beaucoup de bons défenseurs. Là, comme tu l'as mis à Kim Jo-sung, il y a aussi Kim Tae-yoon de Kashima. Il y a aussi Cho Yu-min qui joue au Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis. Donc, ouais, franchement, il y a tellement de joueurs que je pense que Hong Young-bo, il a un peu de mal à trouver une solution adéquate pour tout le monde. Et même là, tu as mis Jens Kaskrop, lui, il vient à peine d'arriver en sélection. Mm. Euh, D'ailleurs, c'est le premier métissé coréen qui a été sélectionné en Corée. Donc, compliqué, compliqué. Les pistons, en soi, ils sont déjà tout trouvés. Ah oui. C'est devant où ça risque de coincer un peu, parce que comme tu le disais, il y a Lee Jae-sung qui est là aussi, mais Hong Young, je vais y arriver, Oh Young-gyu, il veut jouer. Donc forcément, ça va créer pas mal d'embouteillages partout. Euh, Autant te dire que je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer d'avoir un peu tout le monde sur le terrain. Et le 3-4-3 semble mieux pour Mm. cela, ou même un 3-4-2-1. C'est ce qu'il a utilisé lors des deux derniers matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Autriche. Bon, ça a amené à 2 défaites, mais c'est ce qu'il a testé en tout cas. Euh, Ça me paraît complexe et c'est pour ça, même moi, quand j'en parle, je ne sais pas, parce il a testé tellement de choses que il n'y a pas de choses fiables. Mais pour le coup, tu vois, tu parlais d'un 4-2-3-1 et de caser le maximum de bons joueurs. C'est vrai que si tu veux rajouter à la composition là, Yesung Lee, il pourrait potentiellement entrer dans un rôle de 10 ou en tout cas d'offensif. Là c'est un 3-4-3 qui est affiché, donc il y a grosso modo 3 offensifs. Le 4-2-3-1 te permet d'en caser 4. Peut-être que ça peut être une solution en effet. D'autant plus que, comme on l'a dit, il y a Yang Yu-Oh qui serait parti pour être remplaçant. Donc, tu aurais quand même une solution intéressante en sortie de banc. Tu as évoqué rapidement les latéraux. C'est vrai que pour le coup, j'ai quand même l'impression que ça, c'est une satisfaction. Je pense à Young-woo Seol, qui est un vrai bon joueur. Ça fait Oui. maintenant 2-3 saisons qu'il est en train de se montrer. J'ai peur de dire une bêtise. Je me rappelle plus de son club. Il me semble qu'il était dans un club de l'Est de l'Europe. Alors là, il est à Euh, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais, voilà, c'est ça, Euh, exactement. c'est le club où jouait Wang Ibon avant, donc ils ont joué un petit peu ensemble. Seol Huyong qui est courtisé sur
de ce qui se dit, il est courtisé par Francfort. Donc je pense que Ouais. il va bientôt passer le pas. Ça matcherait trop bien. Le profil matcherait trop bien à Mm. Francfort. Ouais, Donc franchement, ouais, il y a ouais, un en truc. vrai, oui, C'est vas-y, très tu disais, intéressant. vas-y. Ouais, ouais. C'est c'est très intéressant parce que c'est beaucoup de joueurs dont on n'a pas forcément l'historique, qui sont-ils, etc. Pourtant, il y a réellement de bons joueurs. J'avais fait une vidéo il y a du coup un an de là, c'était pour la fin de saison dernière, le top des joueurs hors Big Five. Et Seoul avait fait partie de cette vidéo parce que du coup, du côté de Belgrade, il y avait une belle saison, une très très belle saison. Et Tae-Seok Lee, je le connaissais moins, mais de ce que j'ai pu regarder, lui aussi, ça a l'air d'être un bon joueur, avec un beau potentiel d'évolution aussi. Ouais, parce qu'il n'a que 23 ans. Et là, actuellement, il joue en Autriche, à l'Austria Vienne. Donc, franchement, j'ai l'impression que lui, il essaie de passer étape par étape. Donc, c'est très bien. Il joue dans un championnat de bon niveau en Autriche. Donc, il peut affronter Salzbourg, quelque chose comme ça. Enfin, il peut affronter des équipes comme Ouais. Salzbourg. Donc, non, je pense que l'IT Sox, c'est censé être le futur au niveau du. Enfin, c'est le futur au poste d'arrière gauche en Corée. Maintenant, on verra où il ira, on ne sait pas trop encore. Il n'y a pas trop d'infos sur les clubs qui seraient intéressés par lui. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, la Corée sera bien dans les années à venir avec ses deux latéraux, c'est certain. Mm. Ouais. Et en plus, ils ont une importance offensive. Les deux sont capables de se projeter dans le dernier tiers si nécessaire, et avec qualité en plus de ça. Je me suis rendu compte là, quand tu as évoqué l'IT SOC, que je ne fais que dire les noms à l'envers, alors que je t'ai demandé au début. Ah, Je- pas si grave, Euh, en soi, je pense pas que les gens vont te rectifier par rapport à ça, hein. ouais, je pense. Que les Sud-Coréens me corrigent, ils auront raison en tout cas. Par contre, au milieu de terrain, il y a quand même peut-être plus de doutes. J'ai l'impression que c'est le secteur où on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Tu as parlé de Jens Kastrop, de Mönchengladbach, qui est arrivé récemment. Il y a des choses très intéressantes. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même très peu de certitudes, d'autant plus si on est sur un 3-4-3. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prétendants pour potentiellement que deux postes. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être, même s'il y a beaucoup de prétendants, c'est pas le poste où tu as les meilleurs joueurs par rapport à tes latéraux, par rapport à tes offensifs. Tu as quand même un défenseur central qui, même si c'est pas Mignet, qui est pas la même référence qu'il l'était du côté de Naples, ça reste un joueur important. Au milieu, t'as pas ça. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar au milieu de terrain là? C'est complexe parce que, en fait, pendant les qualifications, tu avais vraiment deux milieux de terrain bien distincts qui étaient titulaires tout le temps, à savoir Wang Yingbom de Feyenoord et Mhm. Park Yong-woo. Alors lui, il jouait à Al Ain, mais c'était ces deux-là qui étaient les milieux qui étaient titulaires en fait. Et en fait, les deux se sont blessés. Donc Park Yong-woo, il s'est blessé au niveau du ligament, donc il a eu une rupture des ligaments. Donc lui, normalement, il sera pas là, Ah, il d'accord. sera pas de la Ok. partie. Donc déjà, il y a une place vacante. Et la place, il faut que quelqu'un puisse la combler. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Wang Inbom, lui, s'est blessé aussi au ligament, mais il y a moyen qu'il soit là. Donc, normalement, sa place, elle est là. Après, dans quel état de forme, on ne sait pas trop, mais s'il est là, ce sera important pour l'équipe, ce sera très bien. Et depuis, en fait, Hong Yong-bo, il essaie de bricoler un peu partout, mais principalement, il a plutôt joué avec Kim Jin-yu de Jeonbuk. Lui, alors, c'est l'un des seuls joueurs de K-League que Hong Yong-bo apprécie. Au niveau du terrain, je parle enfin, vraiment dans le 11, en dehors des gardiens. Et comme tu l'as mis ici, Park Song-ho de Birmingham, c'est plutôt le duo qui se démarque pour potentiellement remplacer Wang Yinbom euh, et j'ai du mal, Park Yong-woo. Donc, Hein. si je dois partir sur un milieu, si tout le monde est là, euh, ce serait plutôt Wang Yinbom. Et je pense que ça va jouer entre Kim Jin-yu et Park Sung-ho. On ne sait pas trop encore. Kastrop, il sera peut-être juste un petit peu après. Parce que je pense Ok. qu'il manque un peu de repères.
Il vient à peine d'arriver, donc il n'a pas les mêmes codes encore, je pense, que les Et autres. ouais. Ça va pas tarder, je pense. Mais Kastrop, vu ce qu'il fait à Gladbach, je pense qu'à terme, ce sera un élément important. Et je reste certain qu'il sera titulaire avec Wang Inbom à l'avenir. Et pour le coup, en plus, c'est un profil qui pourrait aussi se différencier. On parlait de Young Yoo qui est aussi un profil différent par rapport à ce qu'a connu la Corée du Sud. Peut-être que Jens Kastrop peut aussi s'intégrer dans cette lignée-là. Et peut-être que se profile une nouvelle ère pour la Corée du Sud. En défense centrale, on a évidemment Min Ye Kim qui est le patron de cette équipe avec Son Heung-min. Ses accompagnants ont plutôt l'air d'être Yoo Sung Kim et Bom Lee, Lee Bom de Maitland au Danemark, qui est, je ne vois pas beaucoup de matchs de Maitland, je vais pas mentir, mais qui a l'air d'être aussi un bon défenseur. Est-ce que c'est cette triplette-là qui est censée être alignée si on part sur une triplette, ou est-ce que j'ai oublié un joueur peut-être? Dis-moi tout. Bon, déjà, c'est sûr que, oui, comme tu disais, Kim Min-jae, il sera l'un des leaders de l'équipe, donc lui, il sera forcément là, il sera titulaire. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions sur les trois autres qui seraient plutôt alignés. J'ai comme l'impression que Lee Han-bom, il sera aux côtés de Kim Min-jae, parce que Hong Myung-bo, il accorde beaucoup d'importance aux joueurs qui jouent à l'étranger par rapport à ceux qui restent en Corée ou en Asie. Hong Myung-bo, il a une préférence pour les joueurs qui jouent à l'étranger. Il fait rarement, enfin, il appelle rarement, enfin, c'est pas qu'il appelle rarement, mais il a une priorité sur les joueurs qui jouent à l'étranger, surtout en Europe. Ouais. Quant au troisième joueur qui compenserait cette défense, il y a beaucoup de noms qui pourraient sortir. Par exemple, tu as écrit, enfin, tu as mis Kim Ju-sung d'Hiroshima. Il y a aussi le joueur de Kashima, Kim Tae-yeon, qui lui, c'est un vrai mec physique. Lui, c'est un profil qui ressemblerait plus à Kim Min-jae. Donc, j'ai comme l'impression que la Corée aura besoin de ce genre de profil plutôt sur le terrain pour bien défendre. Mais après, il y a aussi le Cho Yu-min, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ah non, je sais plus, j'en ai parlé, mais il y a aussi Cho Yu-min qui joue au Sharjah. Alors, c'est pas en Europe, c'est certain, mais il a quand même une place importante dans la rotation, donc ça peut jouer entre plusieurs. Et il y a d'autres noms derrière. Bon, après, ils sont moins connus parce qu'ils jouent en Asie plutôt. Mais ça va jouer entre 4-5 noms pour. Enfin, allez, 3-4-5 noms Ok. pour jouer aux côtés de Kim Min-jae, quoi. Ok, d'accord. Ouais, avec une longueur d'avance, si on est sur une doublette, pour Lee Han-bom de Maitland. A priori. Ok. Tu disais dans les faiblesses de cette sélection que le poste de gardien était peut-être la plus grande. Moi, pour le coup, il me semble que c'est Kim Sang-yu que tu mettais plutôt avec une longueur d'avance. Oui. Alors moi, pour tout te dire, je ne connais pas du tout ces deux gardiens. J'ai vu que c'était deux profils, on va dire, similaires en termes d'âge. Ils ont 35 et 34 ans, les deux que j'ai affichés avec Jo Young-woo, qui jouent donc respectivement dans le championnat japonais et dans le championnat coréen. Ils sont tous les deux deuxièmes de leur championnat avec leurs équipes respectives. Et ils jouent à peu près un match sur deux. Ils alternent un match sur deux en sélection depuis peut-être 10 matchs maintenant, approximativement. Mais c'était des matchs principalement amicaux. Alors peut-être que Kim avait plutôt la priorité sur les matchs de qualification. Est-ce qu'il a vraiment une longueur d'avance? C'est lui qui devrait être en tant que titulaire? Et si oui, comment que ça se fait du coup qu'il y a autant d'alternance sur ce poste? Je pense qu'il est en train de tester pas mal de choses, parce qu'en soi, en termes de qualité, je pense qu'ils se valent tous. Et c'est pour ça qu'il y a une rotation qui est assez conséquente. Déjà que Kim Sung-yu, le gardien du FC Tokyo, il était déjà là en 2018 dans l'équipe de Corée. Ce qui fait que lui, il a il a une certaine crédibilité à jouer. Kim Sung-yu, c'est celui qui est plus mis en avant par rapport aux autres. Il était là en 2018 et 2022. Mais les trois gardiens en plus,
les 3 gardiens qui seraient sélectionnés. Donc, tu as les 2 que tu as écrits. En plus de ça, il y a aussi le gardien de John Book qui sera forcément là. Je pense que Onyumbo, il a ses 3 gardiens en tête déjà. Le troisième, ce serait Sung Boom-Kon de John Book. Donc, quoi qu'il arrive, ça va tourner entre ces 3-là. Mais celui qui a le plus d'avance, forcément, c'est Kim Sung-Yu du FC Tokyo, qui lui, je pense qu'il a prouvé au niveau de la sélection. Il a toujours été numéro 1. Donc, même s'ils alternent, et malgré l'âge, ce sera lui toujours. Même si il y a le gardien, justement, le gardien de Ulsan, Je Yeon-woo, qui est juste derrière. En termes de qualité, ce sera Kim Sung-yu. Je pense que ce sera D'accord. certain. Ok. Avec tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu aurais un avis sur la question qui est, d'après toi, cette Corée du Sud est-elle sous-évaluée, surévaluée, sous-évaluée ou bien évaluée d'après le grand public? Va y arriver. Euh, On est un peu entre les deux parce que on est sur un mix de générations dans l'équipe qui amène à ce que je pense enfin, le niveau global de l'équipe est pas mal. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de, c'est un mix de catégories d'âge. Tu vois, Sun et le gardien de Tokyo, Kim Sung-yu, qui ont 35, enfin 34, 35 ans, tu vois, et puis t'as Lee Kang-in qui a 25. Et t'en as d'autres, Hong Yong-yu qui est encore plus jeune de mémoire, à Ok. peine plus jeune. Donc il y a quoi? Il y a un écart de 10 ans entre les différentes générations, quoi. Euh, je pense pas qu'elles soient surcotées parce qu'ils ont prouvé pas mal de choses. Ils ont gagné pas mal de matchs, même en match amical, même si c'était un peu le bordel en termes tactiques, ils ont gagné pas mal de matchs amicaux sur la dernière année. Donc, je pense pas qu'on puisse décrédibiliser l'équipe, enfin, décrédibiliser la sélection. Sous-côté, je ne dirais pas non plus, parce que c'est pas encore assez pour se dire tiens, ils vont faire quelque chose. On n'a pas Ouais. ce truc qui fait que, contrairement au Japon, on se dit ah, tiens, il y a quelque chose. Il y a moyen qu'ils puissent aller peut-être en quart ou en demi. Alors que la Corée, il y a encore ce petit truc qui manque, parce que je pense que l'équipe, elle n'est pas encore assez, on va dire, forte pour aller aussi loin, mais au moins faire un résultat qui leur convient, en tout cas. Hmm. Ok. Eh ben, je prends cette réponse. On va passer, tu sais quoi, à la poule, qui Vas-y. est pour le coup l'une des poules les plus homogènes de la compétition. Alors, tu commences première journée contre la République tchèque. 3 Ouais. confrontations, mais que en amical. Une victoire, une défaite, un match nul. Donc, ils sont sur un pied d'égalité. Ils ont sorti le Danemark en phase de qualification. C'était pas la chose la plus attendue, hein. Le Danemark semblait être meilleur, grâce notamment, ils s'en sortent notamment grâce à un grand Pavel Souch. Je suis supporter lyonnais pour l'info, donc forcément, Pavelito a une place particulière dans mon cœur cette saison. Donc, cette République tchèque, cette Tchéquie est plutôt peut-être plus dangereuse que ce qu'on pouvait penser initialement. Deuxième journée, le Mexique. Donc, chez eux, il y a toujours ce supplément d'âme. Ils se connaissent très bien pour le coup. Mexique-Corée du Sud, il y a eu 9 confrontations directes, notamment 2 en Coupe du Monde. En 98, le Mexique et la Corée étaient dans la même poule. Le Mexique avait terminé deuxième, la Corée du Sud quatrième. Donc, pas forcément un signe positif. Et en 2018, de nouveau, le Mexique avait fini deuxième, juste devant la Corée et juste devant l'Allemagne aussi au passage. Donc, comme quoi tout n'est pas perdu parce qu'ils ont réussi à vaincre cette petite malédiction en 2018. J3, c'est l'Afrique du Sud. Aucune confrontation directe entre les deux nations. Elles vont se rencontrer littéralement. C'est le dernier match de la poule, donc forcément avec le plus d'enjeux. Et cette Afrique du Sud peut vraiment être dangereuse. On l'a vu sur la dernière CAN, c'est une équipe qui a des profils de joueurs très intéressants. Ça va à 2000, ça joue bien collectivement. Donc franchement, j'enterre absolument personne dans cette poule. L'Afrique du Sud me fait peur, la Tchéquie est surprenante, le Mexique est à domicile, la Corée du Sud, on en a parlé pendant une demi-heure, elle a des choses à faire valoir avec des joueurs de top niveau. Donc
sur quel pied danser, on sait pas. Qu'est-ce que tu penses de cette poule au global, toi? Je pense que dans cette poule, la Corée peut faire quand même pas mal de choses. Parce que, bon, le Mexique et la Corée se connaissent bien, comme tu disais. Mais ils se sont affrontés en amical il y a quelques mois et le résultat, c'était 2-2. Je pense qu'en termes de niveau, ils sont assez pas sûrs, enfin, ils sont assez confiants sur ce qu'ils peuvent faire. Ça veut pas dire qu'ils seront premiers de la poule, mais je pense qu'ils ont peut-être un petit quelque chose en plus par rapport aux autres pour se dire que on peut arriver minimum deuxième. Hmm. Euh, on connaît l'expérience du Mexique en Coupe du Monde, la Corée aussi. Il y a des joueurs de la Corée qui ont été là en 2022, qui ont été là en 2018, donc ils savent à quoi s'attendre, contrairement à potentiellement à la Tchéquie et l'Afrique du Sud, qui eux ne sont plus revenus depuis pas mal d'années. Donc c'est très récent pour ce genre de groupe, enfin c'est très récent pour ce genre d'équipe où on va dire quasiment une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils ont pas vu le mondial quoi. Donc Hmm. je me dis concrètement le Mexique c'est un chouïa au-dessus de la Corée parce que effectivement à domicile, puis même les Mexicains en général, on les a vus sur les différentes coupes du monde. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils peuvent battre tout le monde. Alors, sur un match, mais ils peuvent battre pas mal de gens. La Corée peut faire quelque chose, pas aussi clinquant que le Mexique, mais de mon point de vue, ils sont un peu au-dessus ils sont un peu au-dessus de la Tchéquie et l'Afrique du Sud en termes d'expérience et de talent. Mais je reste certain que l'Afrique du Sud, alors ça c'est mon point de vue, comme tu disais par rapport à la CAN, c'est pas la même compétition, mais en termes de profil, l'Afrique du Sud a l'air d'avoir une équipe plus qui peut déranger plus la Corée. Parce que la Corée, bah, dès que ça commence à peut-être être plus rapide, peut-être Hmm. plus Les physique, plus transitions, ouais. imprévisible, ouais, plus imprévisible, bah, ça peut casser un peu. Parce que tactiquement, la Corée, c'est pas qu'elle est pas en place, c'est juste que bah, comme je disais, c'est un peu le foutoir. Même s'ils sont professionnels, l'imprévisible peut amener à une sorte de perte De de forme moyenne. de panique. Ouais, ouais, ouais. Je C'est ça. comprends exactement. Et pour le coup, là, très franchement, c'est la poule la moins prévisible. Des 12, c'est celle sur laquelle on peut ne pas mettre de pièces très largement. Ça serait conseillé de ne pas le faire. Il n'y a pas un match facile. Il n'y a pas un match difficile proprement parlant. T'as pas le Brésil, t'as pas une nation forte, on va dire, réellement. Le premier peut être quatrième et inversement. Peut-être, je vois tout le monde arriver premier ou dernier, honnêtement. Peut-être un peu moins la Tchéquie, ou pour le coup, si je les vois arriver quatrième, ça serait ma surprise s'il y en a une. Sinon, je vois tout le monde finir partout. Et ça, c'est vraiment, je pense, la définition d'une bonne poule. Et en plus de ça, c'est cool. On a une équipe asiatique, une équipe africaine, une équipe sud-américaine, une équipe européenne. Ouais, c'est vraiment une belle poule. Franchement, celle-là me plaît beaucoup. C'est pas la plus relevée en termes de niveau, mais je crois qu'en termes de suspense, ça va être l'une des meilleures. Très, très largement. Euh, si tu dois te mouiller, est-ce que tu nous donnerais un petit classement définitif? Quoi qu'il arrive, je pense que le Mexique, avec la solidité collective et l'expérience qu'ils ont en général, euh, ça, normalement, ça reste premier, en toute logique. Après, bien sûr, avec les nouvelles Coupes du Monde et les nouvelles générations qui passent, il y a toujours des surprises qui ne le seront plus à l'avenir. Mais le Mexique, normalement, part premier du groupe. Ça, c'est certain. Si ce Ok. soir, enfin, s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas été au niveau parce que du coup, enfin, je pense que le pays attend beaucoup d'eux parce qu'ils sont à domicile. Qu'à partir de là, normalement, tous les paramètres sont faits pour qu'ils soient premiers. Après, l'avenir nous le dira si s'ils ont eu trop peur ou s'ils ont eu trop de pression sur les épaules. Ce sera à voir sur le terrain. Mais théoriquement, ils sont premiers. Moi, je mettrais la Corée deuxième quand même, comme Ok. pour les mêmes raisons, hein. Expérience, qualité, et puis même les joueurs qu'ils ont, des joueurs comme Kim Min-jae et Son, c'est des joueurs qui vont vraiment pousser l'équipe à gagner le match, euh, parce que Son aussi, ça risque d'être sa dernière Coupe du Monde, donc à partir de là,
Je pense qu'il sera dans une mentalité où l'équipe va devoir le suivre et va devoir l'écouter pour aller loin, pour lui et pour la nation. Ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau de la troisième place, entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud, bon, la Tchéquie, c'est pas la génération dorée de 2004, 2006 et tout ça, parce que voilà, c'est pas les mêmes joueurs. Et l'Afrique du Sud, comme tu disais, qui a montré pas mal de choses lors de la CAN, donc c'est assez. C'est 50-50, mais je mettrais une pièce sur la Tchéquie parce que je pense que c'est plus une question de logique en termes de qualité de joueur, en termes. Même si, voilà. euh, ils ont battu le Danemark en Mm. qualif et battre le C'est ça. Danemark au niveau européen, d'habitude, c'est le Danemark qui passe. Là, c'est la Tchéquie. Donc, ça veut dire. Ça signifie quelque chose. On peut se dire que la Tchéquie a peut-être un petit temps d'avance sur l'Afrique du Sud parce qu'ils ont battu et ils sont allés chercher cette qualif face à une équipe qui est quasiment présente lors de la compétition, enfin, présente durant pour cette compétition. Moi, je dirais Mexique premier, Corée deuxième, Tchéquie troisième et quatrième Afrique du Sud. Tu vois, on n'a pas le même classement, mais ça, c'est logique. D'une part, c'est logique. De l'autre, ça démontre toute la complexité de cette poule, hein. Hmm. Je m'imagine, moi, une République tchèque première, avec plus de qualité au global. Une Corée du Sud deuxième, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là. Une Afrique du Sud troisième. Elle m'a plu pendant cette CAN et je les vois terminer premier et meilleur troisième. Et Mexique quatrième, ça paraît fou à domicile, mais ce qui me fait me dire finalement que ça peut être le cas, c'est le Qatar 2022, où je m'étais dit, bah, toutes les nations qui reçoivent la Coupe du Monde ont toujours ce truc en plus, parviennent au moins à sortir des poules. C'est historiquement quasiment prouvé. Le Qatar a bien dérogé à la règle sur la dernière Coupe du Monde. Je me dis, là, rien nous assure que et Mexique et Canada et États-Unis passent les poules. Donc je me dis peut-être que le Mexique n'y arrivera pas dans cette poule tellement homogène. Mais je vois bien une poule, tu sais, qui se tient en 2-3 points d'écart du premier au quatrième, où ça se joue au goal average avec sur la quantité de matchs qu'il y aura, une pelletée de matchs nuls. Enfin, je crois que, je crois que cette poule, elle est vraiment très très intéressante à suivre. J'ai regardé un petit peu jusqu'où il pouvait aller, si parcours il y a. Alors si la Corée du Sud termine première, tu prends un meilleur troisième. Donc, a priori, jouable. À part si tu prends le meilleur troisième de la poule I, qui est France, Sénégal, Norvège et Irak. Là, pas de chance. Mais si tu prends meilleur troisième, c'est censé aller. Si tu termines troisième, tu prends un premier. Donc pas évident. Mais si tu termines deuxième, tu prends le deuxième de la poule B. La poule B, c'est Suisse, Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar. Et alors là, on pourrait déjà avoir un scénario où on pourrait avoir un Mexique-Canada en 16e de finale de leur Coupe du Monde chez eux. Ça pourrait être complètement dingue. Je pense que ça pourrait être un des moments forts de la Coupe du Monde. Mais à part ça, pour la Corée du Sud, je pense que si la Suisse, d'après les pronostics, termine première, qu'ils prennent le Canada, la Bosnie-Herzégovine ou le Qatar, bah, ils pourraient filer direction les huitièmes de finale. Et déjà, tu pourrais commencer à assister à une belle Coupe du Monde. Si, à partir de là, attention, c'est maintenant déjà que c'était un petit peu très hypothétique, là maintenant on y est totalement, tu pourrais potentiellement, d'après les codes, prendre le vainqueur en huitième de finale de Pays-Bas-Maroc. C'est quoi qu'il arrive difficile, mais il y a des huitièmes de finale bien plus difficiles. Donc, une épopée pour la Corée du Sud, ben, tu vois, j'y renonce pas complètement. Je me dis, ça peut exister grâce à un tirage favorable. En plus, je terminerai par ça. D'après les codes, c'est Pays-Bas-Maroc. Mais il y a un monde où tu te retrouves avec un Japon-Maroc. Et du coup, avec potentiellement un quart de finale, un huitième de finale, Japon-Corée du Sud. Ça aussi, ça serait un sacré beau moment pour l'histoire du foot, notamment asiatique. Est-ce que tu envisages possiblement une épopée pour la Corée du Sud ou pas? Je l'envisage que si tout se passe dans les plans où tu peux ne pas affronter un gros, alors c'est tellement facile de dire ça, parce que pour essayer de gagner une Coupe du Monde, il faut affronter les gros, c'est le principe.
Mmh. Mais s'ils font une épopée, déjà, s'ils arrivent à atteindre les quarts de finale, c'est un objectif, je pense, qu'ils auront déjà atteint. Donc, moi, perso, je pense que l'épopée peut se faire avec la confiance que s'ils voient que leur système tactique marche et que qu'ils commencent à avoir vraiment une sorte de, il y a une sorte de hype autour d'eux, tu vois, un peu comme le Japon où il y a une vraie hype. Bon, pour le Japon, j'ai bien peur que ce soit trop haut pour eux parce qu'on parle tellement d'eux. La Ouais. Corée, tant mieux qu'on parle pas autant parce que leur groupe est homogène. Euh, donc, il y a pas de, c'est pas qu'il n'y a pas de pression, mais il y a ce genre de recul qu'il faut avoir sur la performance Mmh. qui fait que ils peuvent faire quelque chose parce qu'il y a potentiellement des paramètres qui seront en leur faveur. Donc, Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien. Vas-y, vas-y, et je te laisse finir si. et c'est pour ça que je te parlais aussi du fait que la Corée peut être deuxième, parce que s'ils sont deuxième, ils auront potentiellement un parcours pas plus facile, mais enfin, un parcours peut-être plus gérable, parce que quand t'es troisième, bah, tu tombes sur un gros forcément ou une équipe qui est totalement en confiance. Et si t'es premier, t'es pas sûr de tomber sur peut-être une surprise, parce que j'ai regardé aussi, comme tu as regardé, s'ils arrivent troisième, bah, on sait jamais. L'Allemagne peut arriver première de son groupe, ou tu vois, c'est trop Mmh. complexe. Je pense que le fait d'être deuxième permettra d'avoir une sorte de ligne, une ligne directrice sur leur parcours, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, il y a de quoi faire quand même pour cette Corée du Sud. Écoute, on va terminer tout en délicatesse avec, si tu as quelque chose à nous proposer, potentiellement une prédiction par rapport à la Corée du Sud ou sa poule, ou le Japon parce que tu as une affinité avec, ou toute autre chose sur la Coupe du Monde. Est-ce que tu aurais quelque chose pour nous? Euh, Bon, on va commencer par la Corée potentiellement. Ce sera court. Après, je parlerai peut-être du Japon. Mais pour la Corée, euh, je les vois plutôt aller déjà faire les huitièmes, déjà. Ok, Mais tout en sachant qu'ils peuvent se foirer direct en poule. Donc, ouais, c'est ça en fait. Euh, on n'est pas très serein quant à la performance de la Corée, contrairement au Japon. Le Japon, on sait qu'ils ont des certitudes tactiques, des certitudes qualitatives, collectives, alors que la Corée, ça vacille un peu. Même s'ils gagnent, ça ne veut pas dire qu'ils ont été forts, ça veut dire qu'ils ont potentiellement eu des paramètres en leur faveur. mmh, Donc, la Corée, j'y crois, mais pas autant que ça. C'est plutôt ça l'avis que j'ai sur eux. Mais si je dois aller sur un vrai prono, et je pense que c'est un prono qui est assez global, j'ai l'impression, que ce soit en France ou mondialement, c'est que le Japon peut vraiment euh, casser pas mal d'équipes. En tout cas, ils ont l'air de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. ouais. Et malgré Ce les Japon fait blessures peur, hein. ouais, et malgré les blessures de pas mal de tauliers, en fait, le Japon, ce qui est très surprenant et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que s'il y a un pilier de l'équipe, s'il y a un pilier de l'équipe qui est blessé, qui est absent, le remplaçant, en termes de qualité et en termes de compensation collective, fait la même chose. Il n'y a pas de baisse de niveau en fait. C'est vraiment le remplaçant fait le même travail et qu'il n'y a pas de Ouais, différence. ouais, ouais. J'ai C'est ça qui est l'impression très que ça, pour le impressionnant. coup, ouais, exactement. C'est une des grandes forces de ce Japon-là, parce que c'est vrai qu'en plus, en termes de qualité, tu te limites plus à 11 titulaires. C'est vrai que là, il y a même des mecs qui seront hors liste, qui pourraient totalement être des titulaires. Il y a vraiment de bons joueurs, hein. Pour le coup, je me suis noté que Son Heung-min pourrait et devrait, bon, c'est mon pronostic, disons, dépasser Cha Bun-kun en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Corée du Sud. Il en est à 4 buts de pouvoir l'égaler. Il faudrait qu'il marque 5 buts, il me semble, si je ne me trompe pas, pour le dépasser. 5 buts en une coupe du monde, c'est dur, c'est dur. C'est pas tout le monde qui y arrive. Mais quand tu t'appelles Son avec une poule à ta portée, tu rencontres pas un Cador,
tu peux marquer contre tout le monde, tu peux marquer en 16e, tu peux marquer en 8e. Bah, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, on pourrait avoir la belle histoire. Le faire pendant une Coupe du Monde, c'est d'autant plus beau. Ma prédiction réside là-dedans. On va terminer par un quiz. Je pense que je sais pas, j'arrive pas à situer la difficulté de mon quiz. Tu me diras ce que Vas-y, t'en penses. C'est 2-3 vas-y. questions. La première, t'es noté là, hein. T'es noté, attention, je te mettrai Ok, une aïe, appréciation et aïe, tout. aïe. Dans combien de clubs a joué Son dans sa carrière? Club en professionnel, tu parles. Ouais. Je la donne celle-ci parce que je, je m'étais trompé. Moi, j'en oubliais un quand je faisais le compte. Si on doit compter, alors, je dirais 5. Ok. Alors, la réponse que j'ai, c'est 4. Ok. C'est Hambourg, Leverkusen, Tottenham, Los Angeles. Est-ce que Ah, j'en en ai Europe, oublié un? ok. Bah, son club coréen, je vais regarder, je sais plus où il a joué en Corée. Ah, il a joué en professionnel en Corée? Il n'a pas commencé à Je te dis ça. Hambourg? Il me semble Je te qu'il dis a ça tout de commencé suite. dans les centres de Je te dis ça, formation allemands. je te dis ça tout de suite. Alors, j'avoue, j'ai pas tilté, j'ai pas trop regardé ça. Et j'avais oublié Hambourg en tout cas. Je me rappelais de Leverkusen. Hambourg m'avait échappé. T'as raison. Il a commencé, enfin, il était à Séoul en U18 et donc Ouais, en U18 seulement, ouais. il a fait, il a terminé sa formation en jeune à Hambourg, ouais, c'est ça. Donc ouais, Ok. ce n'est pas 5, c'est 4. Je pensais que j'avais complètement zappé qu'il avait, enfin bref, Ouais, mais Hambourg, 4. tu vois, j'avais pas non plus. Bah, j'avais Est-ce Hambourg, hein, que mais je tu... savais plus si j'ai pas tilté sur le fait qu'il a pas joué en Corée en pro et Ouais, mais c'est c'était vrai que c'est logique. surprenant. Surtout à cette époque-là, c'était pas encore développé, les Coréens qui s'exportent en Europe, donc c'est vrai que Mm. tu t'y attends pas forcément. Est-ce que tu pourrais essayer de deviner? Alors, si tu l'as vraiment l'info, c'est fort, mais je crois pas qu'elle soit évidente. Combien de lits il y avait dans l'équipe qui termine 4e à la Coupe du Monde 2002? 2002. Tu m'en poses une colle, hein. Ouais, mais elle est dure. Je t'avoue qu'elle est dure. Le- C'est Parce que j'ai c'est pas plus mal pour de le joueurs fun en tête, mais fact. c'est pas des lits. Oh, Attends. Il y en a beaucoup ou pas? Sur un groupe, pas tant. Sur un 11 type, oui. Là, tu parles du 11 type Ah, ou dans le groupe. j'ai pris le groupe au total, au complet. Ça fait pas tant par rapport à un groupe, mais quand même. Euh, Franchement, là, je sais. J'en connais certains. Je les connais pas tous. Euh, Franchement, là tu me sèches, mais je dirais 6. Oh, t'es pas loin, c'était 5. C'était 5. Ah, Ouais, et il me semble qu'il y avait presque autant, peut-être 4, de parcs, mais je suis pas sûr de mon coup. Mais c'est les souvenirs, ça, c'est les albums Panini que j'ai eu à retardement parce que j'étais très jeune, mais j'ai eu les albums Panini des anciennes années, moi. Euh, dernière question. Est-ce que tu sais où a joué Kim Min-jae avant Naples? ah bah oui, Son club précédent. il a joué à Fenerbahçe. Ouais, bien joué. Exactement. Tu vois, on finit en apothéose. Nickel. Ça va. Mais je me suis foiré sur la première parce que j'aurais pu l'avoir en vrai. Ouais, et puis la deuxième, t'étais pas loin, honnêtement. Donc, moi, je t'accorde largement, très, très largement la moyenne. Avec facilité. Bah écoute, Ashito, on arrive à la toute fin. Je suis bien content de t'avoir reçu. Je suis bien content d'avoir parlé de la Corée du Sud et d'en avoir appris avec toi parce que tu m'as appris pas mal de choses. Donc, déjà, merci pour ça. Eh ben Je te... merci pour ton invitation, c'était super. Bah, avec plaisir. Franchement, je suis bien content d'avoir effectué cette vidéo avec toi. Trop cool. On a passé un bon moment. Je te remercie. Je vous dis à dans 3 jours pour la prochaine vidéo. 17h pétante, précise pour la poule B. Très intéressante aussi. Très très intéressante même. Je vous dis à très vite.